to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, des Pop de Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas, on vous filme quand même. Non, si. Elles sont chiantes. Et de Christophe de Ajus. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. J'espère que vous allez bien, mon cher Ali. J'espère que vous allez bien. Les Pop, j'espère que... Non, on va... Voilà. Bonjour à tous et bienvenue à la cloche numéro 28. On se retrouve pour continuer par rapport à SummerSlam 2015. On s'est arrêté en plein milieu de la carte la semaine dernière. Et on attend tous ce main event parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose de très gros que j'ai regardé il y a quelques minutes à nouveau à l'instant sur le network. C'est pas sympa de parler comme ça de Philippe Chéreau, c'est vrai qu'il est présent, alors il se passe quelque chose de très important. Hein, son petit rire. Les gens disent c'est un rire forcé. Non, c'était pas un rire forcé. Alors, il est bête. Tout le temps, c'est tout. Il est bête. Il en faut très peu. Oui, il est bête. Il en faut très peu pour être heureux. Mais comme on dit, en fait, je viens de regarder justement SummerSlam parce que je voulais voir si lors du fameux moment on voyait vos réactions. Malheureusement, le caméraman filme Taker et Lesnar au lieu de vous filmer vous à ce moment-là. Saligo. Mais je te cache pas que j'en ai voulu. Vous pourriez lui dire de temps en temps quand même de s'occuper des commentateurs français, quoi. Je pense qu'on a fini par le dire à la Real, puisque la fois où ça nous arrivera aussi du côté de WrestleMania 34, si je ne me trompe pas, maintenant j'ai un doute sur le chiffre, évidemment vous nous dites directement sur les commentaires, mais avec le Miz et chez là, voilà, boum, on est effectivement bien face cam et tout, mais je vous en reparlerai le moment venu. Yes. On va commencer d'abord avec une petite anecdote qu'on a oublié de mentionner la semaine dernière. Quand même. On en a parlé hors caméra, on a oublié d'en parler. Et c'est pour ça, c'est que il me demande les trucs hors caméra, il veut être spoilé. Le fan. Ouais, mais aussi toutes ses réactions, donc c'est pour ça, vous voyez, jamais naturel, jamais rien. Évidemment, il sait tout. Donc on en avait tellement parlé hors caméra que j'ai oublié d'en parler devant vous et de partager cette petite anecdote sympa quand même avec vous. Donc on fait un petit retour en arrière, 24 heures avant SummerSlam, NXT TakeOver. Le match, bien sûr, Sasha Banks Bayley, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, et Jushin Thunder Liger, qui effectuait ses débuts, d'ailleurs, je crois, son seul match à la WWE. J'étais heureux de le voir en direct au Barclays Center, et j'ai eu la joie, l'immense joie de, lorsque je rentre à l'hôtel, tranquillement avec ma petite clé métallique, au moment où je me dis, bon, bah écoute, je monte dans la chambre où je vais boire un dernier verre, puisque je vous rappelle qu'il y avait un bar au pied de notre hôtel, qui faisait limite partie de l'hôtel, puisqu'il y avait un petit couloir qui permettait d'y rentrer. Donc j'hésite, je me retourne, oh purée, c'est Jushin Thunder freaking Liger. J'ai Jushin Liger juste à côté de moi. Et donc, bon, je regarde autour, en plus il est là tout seul, il est en train de glander. Ouais, je viens de battre Tyler Breeze, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, je suis dans mon hôtel, j'attends. Je pense que l'employé de la WWE, qui en quelque sorte devait être son babysitter, était en train de gérer peut-être quelque chose avec le desk, hein, comme je l'appelle depuis 2 épisodes dorénavant, la réception. Et donc Jushin Liger était derrière et il attendait comme ça, et puis personne ne le calculait en quelque sorte. Après, sans doute par respect, mais bon, je me suis dit, allez, je vais pas non plus lui manquer de respect, je pense que ça lui fera peut-être plaisir d'être dans un pays étranger et de savoir qu'un couillon de français le reconnaît à l'autre bout du monde. Donc je suis allé le voir et je lui dis excuse me, would you mind take a picture with me? Et il me fait oh no no. Bon, un accent très fort japonais, donc je pense qu'il devait pas très très bien parler anglais. Et donc je prends cette photo. Donc c'est pour une fois en regardant la cloche, je me suis rendu compte qu'on n'en a pas parlé parce que la photo n'est pas apparue. Bon, la photo n'est pas, j'avoue, je fais cette tête à la con. C'était une période dans ma vie où je me disais que si je faisais ça, ça allait. Non, ça ne va pas. Un conseil pour tous les jeunes, ça ne va pas. Mais donc voilà, j'ai cette photo que j'ose pas trop publier en général parce que je fais vraiment une tête à la con. Mais je suis à côté de Jushin freaking Thunder Liger et on prend la photo et puis là je fais mon malin, je lui réponds merci beaucoup en japonais et contrairement à Shinsuke Nakamura, je lui crache pas la gueule. De toute façon, il est masqué donc il s'en serait pas rendu compte, mais voilà, je lui dis arigato gozaimasu et il me et il regarde genre oh purée, il sait dire merci en japonais quoi, comme si c'était un exploit incommensurable. Ou alors c'est parce que vu ma tête de con, il s'est dit ce mec là est purement débile. Et voilà, enfin il y a 2 scénarios qui se battent, on ne sait pas. Mais donc j'ai quand même, c'est quand même ouf. Tu vois, je vais au Barclays Center et ça faisait franchement partie des matchs pour lesquels j'étais allé à NXT TakeOver. J'y serais allé de toute façon, mais c'était l'un des matchs que je voulais à tout prix voir parce que voilà, Jushin Thunder Liger, que j'avais commencé à connaître du côté d'Eurosport dans les années 90, qui diffusait la New Japan Pro Wrestling sur Eurosport à l'époque. Alors j'ai un doute maintenant, le commentateur, bon, mais en tout cas qui était franchement talentueux.
qui visiblement n'était pas fan de catch, mais travaillait son sujet, donc les commentaires étaient très bons, et il le faisait tout seul pour la grande partie des émissions. Et c'était une époque où vous aviez évidemment Jushin Thunder Liger, qui était déjà au sommet de son art. Il y avait du Owen Hart, il y avait Hawk, des Legion of Doom, qui justement, on le voit dans Dark Side of the Ring, qui avait quitté Animal, certes, de nouvelles versions des Road Warriors, version japonaise, ce qui avait créé d'ailleurs un peu de tension entre Animal et Hawk, les Legion of Doom, les Road Warriors. Il y avait aussi Tony Holm, Ludwig Borga, il y avait pas mal, il y avait Dustin Rhodes aussi, Goldust, pas mal de gars en fait qu'on connaissait, et je pense que c'est peut-être ce qui avait convaincu Eurosport de diffuser la New Japan Pro Wrestling. D'ailleurs, au tout début, là on fait vraiment une grosse digression, mais au tout début, Eurosport avait diffusé la WWE. On avait le WWF Superstar qui avait été diffusé sur Canal le week-end d'avant, on l'avait le jeudi sur Eurosport. Ça a duré 2 semaines, et au bout de 2 semaines, tout d'un coup, c'est devenu la New Japan Pro Wrestling. Ça s'appelait World of Sports. Je confonds peut-être avec le show anglais, mais je sais que c'était assez similaire. Le nom correspondait pas mal à ce show anglais qui a eu une certaine renaissance. Oui, qui a eu un gros succès pendant les années, et puis qui a eu une renaissance il y a quelques années maintenant. Voilà, Jushin Liger, moi je l'avais découvert là sur Eurosport à cette période-là. Et puis ensuite, évidemment, la WCW, assez sporadiquement, mais avec Naniwa, mon pote de l'époque, on avait commandé pas mal de cassettes, les vieux pay-per-view, et forcément, le premier match de l'histoire de Nitro, par exemple, Brian Pillman, Jushin Thunder Liger. Et puis, il y a à Starrcade 96, je crois, Jushin Liger, Rey Mysterio, par exemple, aussi, qui n'est pas l'un des plus grands matchs de l'histoire, mais c'est un dream match de l'époque, et pour l'époque, c'est déjà un sacré match. Mais voilà, Jushin Liger, boum, tu rentres à l'hôtel, Jushin Liger. C'est pour ça qu'on vous dit chaque fois qu'on évoque ces choses aux États-Unis que ça vaut le coup d'y aller. Ne serait-ce que, effectivement, même si vous ne pouvez vous payer que des shows, que les places pour Takeover, et vous ne pouvez pas voir le SummerSlam, ou que le SummerSlam, vous ne pouvez pas voir Takeover, ou pourquoi pas même juste aller voir les shows indépendants autour, et vous prendre une place à Access, par exemple, ce genre de choses, mais vous savez jamais sur qui vous allez tomber en fait. Vous pouvez rentrer dans un bar et boum, tomber sur Nature Boy Ric Flair qui paye des coups à tout le monde. Ça m'est arrivé et c'était à Brooklyn. On en reparlera, mais je crois que c'est pas cette année-là, donc faudra attendre quelques épisodes encore. Non, c'est clair. Dès que tu arrives dans la ville où a lieu WrestleMania, tu sens qu'il se passe des choses. Et puis là, c'est SummerSlam, on sent qu'il suit. Ou SummerSlam, je veux dire, quand il y a un grand événement WWE, parce que je parlais de WrestleMania pour raconter un petit peu mon expérience. On en reparlera quand on arrivera vers WrestleMania. Quel égocentrique. 34 et 35. On s'en fiche de ton expérience. On est là pour moi, non, le dieu. C'est l'univers d'Ajus. Non, mais je t'en prie. Mais c'est vrai que voilà, quand on était à... Alors, est-ce que c'était le 34 ou le 35 ? Je crois que c'était le 35, donc l'année dernière, quand on est arrivé à New York, on était à l'aéroport, et à un moment, je regarde Yann, donc Wrestling Clinic, et je lui fais, regarde le mec là, je crois que c'est Robert Gibson. Et il me fait, mais alors, qu'est-ce que tu racontes ? Parce qu'il était un peu loin. Et puis honnêtement, il était habillé un peu à l'arrache, mais ça, les catcheurs en général sont habillés, mais oui, comme des sacs, comme des sacs. C'est là où totalement. justement Wrestling Clinic fait très catcheur. Parce que si vous le voyez un jour voyager, un jour j'ai cru d'ailleurs prendre l'avion avec lui tellement le mec avait mis un pantalon de jogging qui faisait pyjama. Et j'ai encore la photo d'ailleurs, et parfois je regarde et je me dis, j'ai voyagé avec Colby, comme je l'appelle. Yann n'hésite pas à mettre son petit Zubaz habituellement quand on est en vacances. Qu'est-ce que c'est un Zubaz ? Tu sais, le pantalon de catcheur à l'ancienne, genre des couleurs fluo et des traits zébrés. C'est ça. Ah oui, c'est voilà, ce pantalon-là que j'ai pris en photo sur un... Ok, Et non, mais les catcheurs, il faut savoir, en général, vous les reconnaissez parce qu'ils sont habillés comme des sacs et qu'ils ont encore les anciens. Hein. C'est vrai que les Roman Reigns et autres superstars de la WWE, moins. Mais les vieux de la vieille ont toujours la banane. Okay, pas sur le visage, mais là, hein, avec la thune, le passeport, et puis voilà. Donc, moi je lui dis que c'est Robert Gibson, il me fait mais non. Rock'n'Roll Express, hein, pour les jeunes qui nous suivent quand même. Et quelques minutes plus tard, Yann et moi on se séparent. Et quand je le revois... J'espère que ça va mieux entre Ça va bien, ça. Bon, Quand je le revois quelques minutes plus tard, il me fait « Ah, mais écoute, c'était bien lui, j'ai pris une photo avec lui !» Ça c'est du chéro, ça. T'aurais pu me prévenir quand même, quoi. Donc là, franchement, un peu dégoûté. Je veux dire, on parle quand même d'un Hall of Famer, WWE. Yann part ensuite avec un groupe de voyageurs. Je me retrouve seul à l'aéroport. Et au moment où Yann part, je me retourne. Et là, je vois Robert Gibson avec Ricky Morton. En fait, il attendait son partenaire. Les deux sont ensemble. Et honnêtement, j'étais fanboy comme jamais. Je suis allé les voir en leur expliquant, écoute, je suis de France, je suis grand fan, est-ce qu'on peut prendre une photo ? Je crois que je tremblais apparemment, parce qu'une gentille hôtesse est venue prendre la photo, et je crois que c'est Ricky Morton qui a fait, oh regarde, il tremble et tout. Mais ils étaient touchés. Bah oui, forcément. Qu'un petit con de France, comme tu l'as dit, je veux dire...
est fan d'eux aujourd'hui en 2020, quoi. Et un des deux a même pris sa bague du Hall of Fame et il me l'a mise au doigt pendant la photo, mais sans que je lui demande. Et donc en gros, Ricky Morton se tourne vers moi lors de la photo et il me fait attends, tu veux un truc cool? Je fais mais qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me baisser le froc. Il va me faire une olive. Et là, il enlève sa bague du Hall of Fame et il me la met à la main. Mais par contre, tu pouvais voir à quel point il y tenait. Ah ouais? Ah oui, oui, vraiment, il était en mode tiens, puis il m'a fermé la main, il fait fais attention, tu fais attention, tu la fais pas tomber. Ils y tenaient incroyablement les deux. Mais c'était vraiment, je veux dire, tu sais, là, ça c'est. Est-ce que c'était le Hall of Fame WWE ou est-ce que c'était le Wrestling Hall of Fame? Non, la bague WWE. Okay. WWE, et donc il me dit, vas-y, fais comme ça sur la photo. Donc sur la photo que je mets à l'écran, vous pourrez voir que je suis comme ça avec la bague. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce qu'il voulait vraiment me faire plaisir. Il pouvait juste prendre sa photo et se casser, mais il s'est dit, tiens, ouais, mais... je veux qu'il ait vraiment un beau souvenir sur le petit coup. Il continue à être là, à être dans les conventions. Ils ont visiblement tapé des matchs de ouf à la EW. Ouais, oui, à la MWA, récemment aussi. Et c'est vrai que là on a affaire à des gens effectivement passionnés et qui je pense sont d'autant plus touchés parce que ça fait longtemps, très longtemps que leur heure de gloire est passée, quoi. Quelques mois plus tard ils étaient à nouveau champions NWA. Oui. Donc ça avait fait plaisir. Et tout ça grâce à Ali de Catch Club. C'est pas vrai. Oh. Exactement. Est-ce qu'on repasse à SummerSlam? Écoute, je pense que pour l'anecdote, voilà, sachez tout de même que après la photo, voilà, je l'ai laissé tranquille, je les remercie encore chaleureusement. Tu lui as pas chanté le thème? Non, j'ai pas osé. C'est vrai que j'aurais pu, mais certainement, comme toi, je devais être complètement fou parce que ça fait partie des gars dont tu te doutes que tu ne les croiseras jamais finalement. Hein. En tant que commentateur de la WWE, tu t'attends pas un jour à avoir la chance de pouvoir croiser Jushin Liger, quoi. Il y a d'autres catcheurs japonais comme ça, moi, qui ont marqué ma vie, comme le Great Sasuke ou Feu Hayabusa ou des gars comme ça que j'aurais aimé croiser, mais dont je me doute bien que, Hayabusa évidemment non, mais voilà, Great Sasuke, je le croiserai jamais, à moins de retourner au Japon et de faire les démarches pour aller voir un de ses shows et tout ça. Mais en tout cas, après, je l'ai laissé tranquille, il est remonté lui dans sa chambre, et puis moi, finalement, la joie aidant, bam, je suis allé dans le bar de l'hôtel, et je me souviens qu'il y avait d'autres superstars de NXT, alors je me souviens plus exactement de qui, mais je sais que certains étaient des potes de Laroufa à qui j'écrivais en direct, je fais tu connais lui et tout, histoire de pouvoir ouais salut ça va, et j'avais bu quelques verres avec 2-3 superstars de NXT, bon pas les plus connues, elles sont pas devenues connues depuis non plus, donc mais voilà, une petite soirée sympa, et encore une fois c'est le bar où vous auriez pu vous aller tout simplement parce que c'est ouvert, parce qu'ils font à manger, et que vous voyez de dehors, c'est petit, c'est sympa, il y a une bonne petite ambiance, vous rentrez, boum, et c'est peuplé de superstars de NXT, et je crois 1 an plus tard, du Nature Boy Ric Flair qui rincera la foule entière. C'était quel hôtel? Indigo Hotel, mais les années suivantes, comme je l'ai dit, on changera d'hôtel, on ne sera plus jamais dans ce Indigo Hotel, et on ira avec Philippe manger souvent le midi, parce que voilà, c'est simple et tout, on trouvera d'autres restaurants, hein. Et ce qui est fou, c'est d'ailleurs ça qui est dingue à New York en général et à Brooklyn, là en particulier vu que c'est ce qu'on visitait, c'est que genre une année on demande à justement je sais plus à quel gars de la WWE qui est de New York et il nous conseille un japonais pas loin à 2-3 pas, on y va, c'est excellent et tout, on y retourne 2-3 jours plus tard avec la famille de Philippe qui était en vacances. Et puis l'année suivante, on se dit, on va se manger au japonais. Boum, non, c'est un truc qui vend des bingos maintenant. Ça n'a plus rien à voir, c'est plus un resto, c'est plus le bon resto japonais, quoi. Et pourtant, c'était bon et blindé. Donc c'est fou comment ça tourne vite. Ça tourne vite dans les grandes villes comme ça. Donc voilà, Indigo Hotel, mais les années suivantes, j'y retournerai le soir, boire un verre et tout, mais ça sera calme plat. Ouais, parce que comme ça, j'imagine que si jamais il y a des fans français qui se rendent à des événements WWE... à New York. Ah ouais, non, vous pouvez, allez-y, hein, c'est pas mauvais. Vous pouvez tenter, on sait jamais. Hein. Effectivement, c'est un cadre assez sympa et tout le soir. Je crois que l'année suivante, il y aura encore un petit peu de... Voilà, il y aura le Nature Boy Ric Flair qui rincera le monde. Et puis après, ça sera fini. Il n'y a plus personne qui squattera là. Mais encore une fois, c'est comme ça, c'est New York, c'est Brooklyn. C'est un peu la différence entre les États-Unis et la France, c'est que tout évolue vite. Nous, on aime bien rester, et moi le premier, dans les bonnes vieilles habitudes. On aime bien que ça ne change pas trop. Aux États-Unis, au contraire, il faut que ça change, ou je sais pas s'il faut, mais ça change en tout cas. On repasse donc maintenant à la carte de SummerSlam. Tu n'as croisé personne depuis entre-temps, donc... Non, après, je suis allé me coucher. Il y a eu Samoa Joe et Liger quand même. Oui, non, mais dans un petit hôtel qui paye pas de mine au fin fond de Brooklyn, oui, tu t'attends pas à vivre quand même de petits moments sympas, même si évidemment... Enfin, Jushin Liger, c'est beaucoup plus exceptionnel que Samoa Joe, que je n'ai fait qu'apercevoir. On aura la chance de l'interviewer... quelques mois ou quelques années plus tard, et je lui rappellerai la première fois où je l'ai vu dans un show en Allemagne,
devant 90 personnes, me semble-t-il. Et il s'en souvenait. Pas qu'il m'avait vu, hein, mais pas que j'étais dans le public. Pourtant, j'étais au premier rang. Genre, donc, un peu déçu qu'ils se souviennent pas de moi. Mais bon. Mais il se souvenait de ce show en Allemagne. Parce que voilà, il n'en avait pas fait tant que ça non plus. Et je l'avais vu 2 fois en Allemagne avant. Mais bon, voilà. On s'est arrêté la semaine dernière en plein milieu de la carte de SummerSlam. Nous avions laissé passer les 6 premiers matchs. Il nous en reste 4. Et on démarre directement avec l'un des plus gros matchs de la soirée. Le match pour unifier les titres de champion des États-Unis et de la WWE. Seth Rollins, le champion WWE, contre John Cena, le champion des États-Unis. Tout à fait. Encore une fois, tu es au bord du ring pour un tel match. Juste pour préciser, comme ça, moi je vais démarrer avec une petite remarque. Seth Rollins qui fait son entrée dans sa tenue blanche. Oui. Première fois qu'il utilise cette tenue. Ah, c'était la première fois. C'était la première fois, oui. Bah, magistral. Ah, c'était magnifique. Les commentateurs tout de suite qui réagissent en disant wow, il est prêt pour une grande soirée. On sentait que ça pouvait être la soirée de Rollins. Oui, mais ça pouvait tout aussi bien être celle de Cena, puisque John Cena, ce soir-là, avait l'occasion d'égaler le record de Ric Flair. Voilà, d'arriver à 16 titres. Et donc c'était compliqué de donner un pronostic pour ce match. Et on voit que Triple H n'est pas sur la carte, puisque c'est le match le plus long de la soirée. Petite précision qu'on avait peut-être pas fait de la semaine dernière, avant de démarrer par rapport à ce match, il faut rappeler que Jon Stewart est le host, l'hôte de SummerSlam 2015 pour rappel. Je tombe. Et précision pour Jon Stewart, je le dis souvent parce que voilà, j'aimais beaucoup Jon Stewart. Il présentait le Daily Show. Le Daily Show, moi je dis à chaque fois le Tonight Show, mais le Tonight Show c'est encore autre chose. Ça c'est comment il s'appelle, aussi fan de catch. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon effectivement actuellement, mais bon d'autres fans de catch qui ont même catché l'ont présenté avant lui. Et le Daily Show qui est cette émission humoristique qui a largement inspiré le Petit Journal et aujourd'hui le Quotidien. Voilà, mi-humour, mi-politique, mi-dénonciation, mi un petit peu absurde, souvent. Mais voilà, excellente émission à l'époque. Et aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup une autre émission, Last Week Tonight. Ça te dit quelque chose ? Présentée par un Anglais qui a eu la nationalité américaine. John Oliver, oui, qui avait fait un petit... Oui, sur la WWE. Oui, il est génial. Et ça fait quelques mois maintenant, je sais même pas si ça a repris, je crois que ça a repris, mais c'est vrai que sans public, c'est quand même un peu, parce que les rires du public donnent quand même un peu le rythme de l'émission, mais pour ceux qui sont plutôt bons en anglais, je vous conseille quand même d'aller voir Last Week Tonight, John Oliver, et les archives du Tonight Show, pas du Tonight Show, du Daily Show, avec notre ami Jon Stewart. Mais enfin, tout ça pour dire que j'étais vraiment heureux de croiser Jon Stewart parce que dans la journée on le croise dans les vestiaires. Après on lui a pas allé lui dire bonjour parce qu'il était là avec son fils qu'on verra régulièrement dans pas les interviews mais les segments qu'il fera dans les vestiaires avec les autres superstars. Il se promène toujours avec son fils. Je pense que son fils était un grand fan, peut-être lui aussi mais plus de l'ancien temps. Donc je pense que c'était vraiment pour faire plaisir à son gamin qu'il était là et justement c'est pour ça qu'il le mettait en avant. Comme ça il y a toujours des segments où il rencontre des superstars, le New Day, tout ça. Donc voilà, Jon Stewart, host de ce match, de SummerSlam en général, et si on en parle évidemment, c'est puisqu'il est impliqué dans la fin de cette rencontre. Un bon petit match, je crois pas que ce soit le meilleur John Cena Rollins de leur histoire. Honnêtement, j'ai regardé le match avant, c'était vraiment un bon match. Mais oui, c'était vraiment un bon match. En même temps, on le dit à chaque fois, pour tous ceux qui doutent de notre amour de John Cena, il est capable d'avoir des bons matchs avec tout le monde, et d'autant plus face à des Seth Rollins qui, pareil, est capable d'avoir quand même des grands matchs en général face à tout le monde. Donc on a affaire à 2 excellents combattants, il y a une belle histoire autour, il y a l'enjeu gigantesque, d'ailleurs c'est surprenant que ce soit pas le main event, même si évidemment le main event, on peut comprendre que ce soit le dernier match de la soirée vu les forces en présence. Mais voilà, moi j'en garde le souvenir d'un match extrêmement rapide, disputé, rythmé, avec... l'incertitude de savoir qui va ressortir vainqueur du match, qui aura les 2 ceintures. Parce que comme dit, on sent que Rollins a mis ses habits d'apparat, mais en même temps on se dit John Cena c'est John Cena, donc forcément il peut aller chercher cette chose unique de devenir champion des États-Unis et champion de WWE, ce qui me semble-t-il n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Donc John Cena à la fin du match qui veut porter son FU. Oui, ou Attitude Adjustment. Attitude Adjustment, oui. Donc il soulève Seth Rollins, mais à ce moment-là, les jambes de Seth Rollins frappent l'arbitre. Donc l'arbitre est KO. Et là, Jon Stewart fait son entrée avec une chaise. Rollins et Cena sont dans le ring. Stewart se met au milieu
Et il nous fait croire qu'il va frapper Seth Rollins. Logiquement, il va Oui. frapper Seth Rollins. Il a aucune raison de frapper John Cena. Mais là, d'un coup, il se retourne, il prend la chaise, coup dans le ventre de John Cena, puis il jette la chaise à droite parce qu'apparemment il a oublié qu'en fait il doit la laisser dans le ring pour Rollins. Donc après, il va la rechercher, il la remet au milieu du ring. Les apparitions de Jon Stewart à SummerSlam montrent quand même que c'est pas si simple. Ah ouais. Cette année-là et l'année suivante où il doit présenter le New Day et il est incapable, alors que le mec quand même, bon, il travaillait avec un prompteur, hein, comme nos amis de quotidien. Donc forcément, il est peut-être pas forcément habitué, mais il est comédien. Il a joué dans des fictions et tout, donc normalement il est censé retenir un texte. Il n'était pas capable de retenir l'intro du New Day, donc... Et là c'est pareil, il oublie quoi. Le mec arrive Et à honnêtement, oublier. le coup de chaise, il le joue pas très bien. Oui bon, Quand ça il arrive c'est... au milieu, directement il se tourne vers Cena, donc tu sens tout de suite ce qui va Ouais, se mais passer. ça en fait, tu vois. c'est dur. Mais c'est dur. Ça, c'est ça, compliqué dur. quand t'as pas le sens du rythme, parce que Jon Stewart a beau être un homme de télévision, un peu un homme de fiction, c'est pas un homme non plus de théâtre, c'est Ouais. pas un homme de scène, il a peut-être fait du stand-up, mais c'est pas tout à fait la même chose. Surtout que dans le catch, il faut que ce soit, quand tu fais des gestes, faut vraiment bien... Bah, ça doit être théâtral. C'est ça. Donc c'est vrai que là, il a pas vraiment bien fait, mais voilà, en tout cas, l'effet a été accompli. Stewart qui repart en coulisses et derrière Seth Rollins qui enchaîne, pedigree sur la chaise à John Cena, il sort la chaise, l'arbitre arrive et Seth Rollins qui devient double champion WWE. Eh oui, et champion des États-Unis, donc champion WWE et des États-Unis, gigantesque victoire. Bah, je me souviens plus trop, mais je crois que ça avait quand même pas mal sifflé à cause de Jon Stewart. Je crois que les gens étaient pas très contents. Quand il met son coup de chaise, il y a une pop. Ah oui, parce que c'est Cena. C'est Oui. Cena, il y a une pop. Mais c'est vrai que derrière, par contre, il y a eu une partie des fans qui ont un petit peu sifflé. Parce qu'honnêtement, en fait, on a un très bon match de catch. Oui, c'est dommage de... Qui dure donc combien de temps? Qui Près dure de 20 20 minutes. minutes. Près de 20 minutes. Et ça se termine sur cette décision. En soi, surtout que là, on n'a pas d'explication. On comprend pas pourquoi Oui, est-ce oui, que bien Jon sûr, Stewart bien fait sûr. ça. Parce qu'il se casse ensuite et on ne sait pas du tout pourquoi, du comment. On devra attendre l'Euro du lendemain. Oui. Donc les médias sont quand même un petit peu pleins du finish de ce match. Et Après- également du main event dont on parlera dans quelques minutes. Bon, tu dis les médias catch. Les Parce médias que catch. justement, je pense que les médias autres ont dû en faire leur chou gras. Je Bah, pense oui. que le soir même, et d'ailleurs, je crois que oui, ça c'est un souvenir que j'ai dans le bar après, justement, parce qu'évidemment, j'ai aussi enchaîné par une petite bière au bar, parce qu'en plus il faisait de la Guinness. Et moi j'aime beaucoup la Guinness. Donc boire une petite Guinness après le show, c'est quand même sympa. Donc je m'étais rendu au bar. Et il y a forcément, comme dans quasiment 99% des bars aux États-Unis, une télé, voire deux. Et en général, ils sont sur les chaînes d'infos ou sur ESPN ou sur les matchs de sport à ce moment-là. Mais là, je crois qu'il n'y avait plus de match de sport après SummerSlam, donc ils étaient sur ESPN. Et je crois que ça a tourné en boucle toute la nuit. C'était Jon Stewart. Ah ouais, c'est ce que la télé a retenu. Et c'est là aussi où souvent, je vois les fans sur Internet ou autres qui discutent du fait que les journalistes s'intéressent peu à la WWE ou au catch en général, ou quand ils s'intéressent, c'est vraiment sur un angle particulier. Il faut savoir que c'est pareil dans le monde entier. Évidemment, aux États-Unis, la WWE sera mise en avant par les médias mainstream dans ces moments-là. Quand Jon Stewart est impliqué, parce que Jon Stewart est quelqu'un de l'extérieur. Quand le Rock revient, quand il y a des Stephen Amell comme avant, là, évidemment, les médias mainstream vont parler de la WWE. Sinon, c'est comme pour Disney ou autre, ils vont pas forcément donner les dernières news de Disney, tant qu'il n'y a pas un film incroyable qui va sortir ou autre. Et c'est là toute l'intelligence de la WWE d'essayer de ramener des stars de tous les milieux possibles. Tout à fait. Pour justement toucher les gens de la musique, du cinéma, de ci, de ça. Donc c'est clair que c'est une très bonne stratégie. On enchaîne avec un petit match par équipe. 3 contre 3 contre 3. Les trois, justement, les trois clans dont on a parlé lors du dernier épisode, Team PCB, Team Bellaz et la Team Bad. Honnêtement, je ne sais pas si tu as des souvenirs particuliers. Aucun souvenir. D'accord, on est d'accord. Zéro souvenir de ce match. Et pourtant, il y a beaucoup de combattantes que j'apprécie particulièrement dans ce match. Mais non, c'est vrai que je ne m'en souviens absolument pas. Ça prouve un petit peu quand même aussi les lacunes scénaristiques autour de cette histoire, parce que tu vois, je me souviens pas avec précision de l'histoire entre Bella et Stephanie McMahon par exemple, mais je m'en souviens. Et parce que ça avait été bien monté, parce qu'il y avait des scènes qui ont marqué, la claque, ce genre de choses, alors que là, c'était un petit peu monté de manière anarchique. La division féminine redeviendra quand même plus intéressante une fois que ces trois clans seront dissous.
et que les Et 10 sous, c'est pas cher pour les vieux qui nous suivent. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à la citer dans les commentaires pour que les petits jeunes qui ne comprennent pas, comme Ali, du haut de ses 10 ans, comprennent. T'as compris la référence? Non. Ouais, voilà. J'avais ouais. envie de dire Coluche, mais je sais pas du Non, tout. Non, non, c'est même plus vieux que ça. Ah, ok. C'est l'eau ferragineuse. Ah, c'est un vieux sketch d'humour français. L'eau Ferragineuse. C'est un gars bourré qui fait la promotion de l'eau ferragineuse, l'eau, j'imagine, forte en fer, mais il est ivre-mort, mais il fait la pub pour l'eau. Et c'est qui bah maintenant tu me fais douter. Ferragineuse, je pense que c'est Bourvil. Vérifie quand même. Bourvil, marqué. Voilà. Ah, bien. C'est Bourvil qui est sous. Et voilà, et il fait des digressions comme ça. Et le fer est 10 sous, et 10 sous c'est pas cher, et des choses comme ça. Voilà. Ok. On enchaîne avec. Oui, là on se rend compte effectivement que c'est un rire forcé. Non, si, tout le monde le sait. Mettez un like sous cette vidéo si c'est un rire forcé. 3000 likes, 3000, 4000 likes, 5000 likes. Juste pour donner le résultat du match, Brie élimine Team Bad avec le Bella Buster sur Tamina, puis Becky Lynch élimine Team Bella avec le Pump Handle Suplex sur Brie. Donc au final. Qu'on appelle désormais la Bexplex. La Bexploder. Le Bexploder. Donc au final, c'est Team PCB qui remporte ce match. Il l'a dit avec beaucoup d'entrain. On enchaîne un petit peu avec un match juste avant le main event. Là encore une fois, c'est pas la folie. Kevin Owens contre. C'est un beau match. Kevin Owens contre Cesaro, c'est pas mal. Non mais ça brosse dans le sens du poil nombre de fans qui sont présents, qui étaient là du côté de NXT TakeOver et qui se disputaient. Enfin quand même, SummerSlam, Kevin Owens, Cesaro quoi. En pré-main event du show. Non mais c'est vrai qu'aucun titre n'est en jeu. Je pense pas qu'il y ait forcément d'histoire. Non. Mais ça fait partie de ces matchs dont certains se souviennent peut-être quoi. Moi c'est vrai, je m'en souviens pas particulièrement, j'avoue, mais moi par exemple dans mon histoire de fan il y a comment il s'appelle, Akushi, j'avais Shinsaki dans son nom, Akushi 1-2-3 Kid, un match, je ne sais plus dans quel show d'ailleurs, je crois que c'était un SummerSlam, sorti de nulle part, quasiment pas d'histoire, le match dure peut-être que 8 minutes, même pas, mais il est exceptionnel pour l'époque, avec des sauts à l'extérieur, évidemment. Vous avez le 1-2-3 Kid, Akushi, deux voltigeurs, deux mecs qui font des choses folles, qui n'avaient pas forcément l'occasion d'en faire tant que ça à la WWE à l'époque. Donc là, il se donne à fond, même si le match est court, et il est resté dans ma mémoire, ce match. Donc peut-être que certains d'entre vous, qui sont plus dans cette génération-là, ont retenu ce Kevin Owens-Cesaro, parce que c'est 15 minutes quand même de Kevin Owens-Cesaro dans un SummerSlam, on prend, hein. J'achète, comme dirait l'autre. Oui, non, j'avoue que moi, c'est pas forcément le match qui m'a le plus marqué. Non, bien sûr. Pour info, Kevin Owens qui remporte le match avec son pop-up powerbomb. Puis on passe au main event de SummerSlam, The Undertaker contre Brock Lesnar. Le match revanche. La revanche. La revanche. La revanche. Et tu étais déjà présent pour la première. Tout à fait. Donc, ouais, enfin la première, on dit la revanche. Vous le savez évidemment, il y a eu battu les années voilà. avant et également. Si je ne me trompe pas, l'Undertaker n'avait jamais battu Brock Lesnar. Ah, c'est possible. Parce que par exemple dans le Hell in a Cell entre Brock Lesnar et l'Undertaker, c'est Brock Lesnar qui gagne. Mm-hmm. Donc l'Undertaker, je crois, n'avait jamais réussi à battre Brock Lesnar. Bon, ça faisait, il me semble, hein, je me base toujours sur ce match. Si c'est Lesnar qui a gagné, parce que je savais que l'un des deux n'avait jamais battu l'autre avant WrestleMania. Okay. Et donc je pense que c'était bon, vous vérifierez, vous nous contredirez évidemment. Et on vous félicite si vous le savez de tête. Voilà, nous on est vieux. Enfin, surtout moi, lui il a 10 ans. Mais depuis 20 ans, donc c'est chaud quand même. C'est pas vrai. Oh. Ça faisait longtemps. Là, on sent que ce sont des attention wars. Anyway. Main event. Alors, première question. Bon, hein, est-ce que vous êtes... Quelqu'un vous dit... Qu'est-ce qui se passe? Bon, non. Non, on nous dit rien. On nous cache tout, comme dit la chanson. Encore une vieille référence pour les vieux qui nous suivent. Non, évidemment, personne ne vient nous dire, les gars, attention, Brock Lesnar et l'Undertaker vont s'approcher de votre table, ça va dégénérer, ça va partir en vrille. Autant WrestleMania 30, on nous l'avait fait croire. On nous avait dit, attention, c'est votre premier show, dans le main event, ça pourrait... Et on nous avait, et c'était un petit indice dont on s'était dit, ça va sans notre truc, pendant plus ou moins le main event, ou avant, je sais plus... quelqu'un était venu, nous avait dit ouais, vous voulez pas que je prenne votre tablette, vos téléphones, on sait jamais, ça peut être dangereux. Donc on se dit ah ça y est, ils vont faire péter notre table. Bon non. Donc là, pareil, quelqu'un est venu nous voir en disant bon les gars,
je vais peut-être prendre votre tablette et votre téléphone. Et avec Chéro, on s'est regardé, ouais, super, la vanne 2 fois de suite, merci, vive la France, quoi. Et ben non, cette fois, effectivement, il s'approche et Brock Lesnar fait passer l'Undertaker à travers notre table. Ce qui, voilà, fait partie des moments. Enfin, on en parlait l'épisode précédent où quand il y a des choses dont je parle avec les taxis ou les trucs, les gens se souviennent toujours de l'Undertaker ou autre, ben ça fait partie des trucs dont je me vante. Je me dis, bah, vous savez, l'Undertaker, il est passé à travers ma table au Barclays Center à Brooklyn. Et c'est vrai que n'importe quel autre boulot, ben, c'est pas un truc. Bon, je ne sais même pas comment le comparer avec un boulot N'importe normal. quel autre boulot, ce serait par assurance si quelqu'un. Oui, et puis ça n'existe pas. Enfin, il y a que dans le monde du catch, il y a que dans notre passion dont on peut être heureux et fier d'avoir vu un mec être balancé à travers votre table, quoi. Même si vous bossez dans le monde de la nuit, vous n'êtes pas content si quelqu'un passe à travers la table de votre bar ou de votre resto, quoi. Mais là, bah dans le monde du catch, oui, c'est le sommet, finalement. Je veux dire, je suis dans la confrérie des Carlos Cabrera, des Marcelo Rodriguez, des Hugo Savinovich, évidemment des Jim Ross, et de tant d'autres avant moi. Enfin, on est de cette petite confrérie, on a une superstar, pas n'importe laquelle, l'Undertaker, qui est passé à travers ma foutue table, quoi. Et je c'est pas tout à fait vrai, mais quand j'y repense, enfin, je m'imagine en train de regarder, évidemment un peu loin parce qu'on s'éloigne, on a peur, et puis ça fait partie aussi du truc, je le faisais déjà du temps de la ICWA, ça fait partie du jeu de se barrer, quoi, en courant comme une antilope, comme Marcelo Rodriguez le fait, il le fait super bien, de direct passer par-dessus la barrière d'insécurité et être dans le public. C'est obligé, de toute façon, en vrai, t'as les boules. Quand tu vois deux mecs comme ça, même si tu sais que c'est un spectacle, tu vois l'Undertaker et Brock Lesnar arriver vers toi, tu te dis, n'importe quoi qui arrive, si l'un de deux te tombe dessus, t'es mort. C'est quand même plus de 100 kilos chacun, la puissance développée par les deux, surtout quand ils sont en mouvement, toi t'es pas préparé. Enfin, moi je suis pas entraîné, Philippe non plus. Une mauvaise chute, une table, la barrière pas loin, la nuque, boum, enfin tu peux te faire très 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 mal, c'est très dangereux. Donc tu te casses. Mais moi je m'imagine en train de le voir et de repenser encore à tout ce dont on a déjà parlé dans la cloche, quoi. Le premier t-shirt que j'ai fait dessiner par la fille d'une collègue à ma mère parce qu'on pouvait pas acheter de t-shirt à l'époque, la première casquette que j'ai fait ramener, je crois, de ma maman dans un voyage à Paris, dans la boutique de catch à Paris qui était minuscule et qu'elle m'a ramené ma casquette Undertaker. Je sais plus si elle l'a ramenée ou qu'elle l'a commandée, mais enfin voilà. Je repense à tous ces moments, au l'Undertaker, la chanson de l'Undertaker dans, tu sais, l'album WrestleMania avec la célèbre chanson Oh, 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 WrestleMania. Mais l'Undertaker a sa propre chanson et moi je l'avais mise je l'avais copié sur une cassette, j'avais mis dans mon gros Walkman et je l'écoutais pour aller au collège. En même temps, j'avais que 200 mètres à faire, mais je l'écoutais en boucle au collège, cette chanson de l'Undertaker, parce que c'était l'Undertaker, parce que voilà, j'étais une créature de la nuit en quelque sorte, c'était mon côté un petit peu sombre de l'adolescente. Et de me dire qu'il est là, il se retrouve sur les épaules de Brock Lesnar à 3 mètres de moi et il s'envole dans les airs et il s'écrase sur ma table. T'étais à deux doigts de le sauver, j'ai l'impression. Presque, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si je t'ai positionné à la gueule en disant non, presque, non, parce que tu t'es, il a les larmes aux yeux. C'est tellement émouvant ce que je raconte. Non, mais oui, enfin, c'est ouf, quoi. C'est incroyable de réaliser dans cet instant-là le truc et puis d'essayer quand même de garder un petit peu le sens des priorités parce que c'est pas ok, je vis un des plus grands moments de ma vie, mais en même temps je suis en direct à la télévision, donc il faut continuer à commenter. Est-ce qu'on est toujours à l'antenne? Je crois qu'on l'a un peu joué comme ça, on l'a aussi un peu joué comme ça avec le Miz et Shane McMahon, mais on sait pas si nos fils ont été arrachés, si on continue à parler ou si on parle dans le vide. C'est ouais, c'est incroyable. C'est vraiment un moment qui est vraiment gravé dans ma mémoire, quoi. Clairement, comme la descente des marches, enfin la descente de la rampe à WrestleMania 30, ce moment-là, ce F5 de Brock Lesnar sur l'Undertaker sur notre table, c'est quelque chose de ouf, quoi. Et effectivement, derrière, je dis, notre table s'est écroulée, et Shiro me dit, on en a rien à foutre de notre table. Et c'est vrai, bon, il dit pas, j'en ai rien à foutre, je crois. On a dit, on a rien à faire. Mais c'est vrai, mais en même temps, voilà. C'est pas très professionnel de ma part de citer la table, parce que c'est vrai, on s'en fout, c'est l'Undertaker, c'est sa vie. Et dans ce moment-là, peut-être, on sait jamais, le match est fini, sa carrière aussi, enfin on peut le jouer dans ce sens-là, mais c'est tellement ouf pour moi de me dire que, ben ouais, on en est là, quoi. On a vécu déjà quelque chose de ouf avec WrestleMania, mais 2 fois, mais là, de se dire que un mec est passé à notre table et c'est l'Undertaker, c'est incroyable.
Tu avais précisé, je crois, lors d'un des épisodes précédents que l'impact est vraiment impressionnant quand tu vois un catcheur sous tes yeux passer à travers une table, quoi. On pourrait penser que c'est pas si impressionnant que ça, vu que les tables sont un peu préparées et tout. Ouais, je Mais. sais pas si elles sont forcément préparées, mais bon, après, parce que les mecs sont lourds. C'est surtout ça, quoi. Après, c'est pas du bois comme les tables qu'ils pètent dans le ring. Ça, c'est du bois vraiment qui doit faire très très mal. C'est du bois un peu plus souple pour les tables des commentateurs. Mais elles sont extrêmement lourdes et si moi je me jette dessus, elles se pètent pas, quoi. Parce qu'en plus, pour avoir revu le F5, The Undertaker ne tombe pas à plat droit sur la table, mais il tombe de manière perpendiculaire, et donc il se prend tout le côté de la table directement dans les côtes. Donc la chute avait là vraiment très impressionnante. Et moi, ce qui m'a choqué vraiment, parce que je me rappelais pas, donc j'ai re-regardé le match, mais l'ambiance dans la foule Ah ouais, ouais. était incroyable. Je vous conseille à tous de re-regarder ce Undertaker Mais Brock Lesnar. je crois que le show en entier, hein, l'ambiance, après évidemment il y a certainement des matchs un peu moins, bien sûr, mais là on est quand même, c'est le premier au Barclays Center, donc le public de Brooklyn est encore chaud comme la braise. Ça sera plus le cas 2 ans plus tard, je crois, Ah. où le show, le match le plus fou est dans le pré-show. C'est New Day Uso, il me semble, qui est dans le pré-show, et le show s'ouvre avec Cena Corbin. Ok. Corbin qui vient de perdre sa mallette à cause de John Cena. Et là, il est repassé il n'y a pas longtemps sur l'équipe et les gens le mettaient sur le hashtag l'équipe catch. Où est le public, où est le public. Et c'est vrai que le public, visiblement, ils ont tout donné pour ce match de pré-show New Day Uso qui, je m'en souviens. Donc c'est vrai que j'en ai commenté des Uso New Day, mais ce jour-là, je m'étais dit, ils auraient peut-être dû le mettre dans le bon show, dans le show principal plutôt, parce que il était exceptionnel. Et le reste de la carte, ben, en pâtit. Mais là effectivement, le public est chaud. Ouais, non, c'est beau de voir qu'ils étaient encore à fond durant le main event. Et après cet impact à l'extérieur du ring, les catcheurs retournent dans le ring. Et là, on a le droit à plein de grosses phases. Bien entendu, des suplexes, des F5, des tombstones. Les catcheurs lâchent toutes leurs grosses prises. Est-ce qu'après ce choc, toi, tu arrives à te replonger tout de suite dans le match, tout de même, je veux dire Je pense que oui, parce que franchement j'ai une haute opinion de moi, donc évidemment, je suis quelqu'un de talentueux, donc je l'ai fait comme ça, clac. Non, je pense que oui, parce que ça fait partie à la fois du métier et puis de mon plaisir et de mon bonheur. C'est ce que j'adorais à la ICWA, et voilà, être au bord du ring, commenter l'action comme ça. Et en plus là, il y a quelque chose que j'aime encore plus, mais qui rend les choses très compliquées, et ça le sera pour l'un des spots finales. C'est qu'on n'a plus de moniteur. Là, autant je vous en avais parlé à WrestleMania 31, notre moniteur pète, mais c'est au tout début du show, donc il le remplace dès le clip suivant, dès qu'ils ont 5 minutes où ils peuvent envoyer la technique pendant que les caméras ne sont pas en train de filmer. Mais là, c'est le main event. Donc, on n'aura plus de moniteur jusqu'à la fin du match. Donc, on commente le match qu'on voit nous avec nos yeux, mais on ne commente pas le match que vous voyez à la télé. Ce qui nous fera louper l'un des spots les plus légendaires de cette rivalité, le moment où Brock Lesnar se relève sur une prise de soumission, pensant avoir anéanti en quelque sorte l'Undertaker. Il sourit, et l'Undertaker se relève à son tour et sourit, et comme ça, un sourire un peu bizarre qui deviendra un mème, on dit, ou mime, je sais jamais. Moi je dis mème, bon. Comme je dis gif, alors qu'il faut dire gif, bon. J'ai 40 piges. Hein, Ils disent mime aux États-Unis, mais tout le monde dit même en Europe. Ouais, En soi, bon. plutôt. Moi, je sais comme ça. Très bien. Et donc, ça, on le verra pas. Donc, on entend le public réagir, parce que je pense que eux regardaient le grand écran, mais nous, en même temps, on n'a pas forcément le réflexe. Et puis, les catcheurs sont devant nous et nous, on est en dessous. Donc, je crois qu'ils nous cachaient le grand écran, donc on n'a jamais vu ce truc. Et c'est que le lendemain, je crois, que je verrai cette image sur Internet et que je me dirai, ah purée, oui, ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que le public a réagi à ce moment-là. Mais nous, on l'a pas capté en direct. C'est mythique. C'était un des 2 meilleurs moments du match. Ah bah super. Brock Lesnar se relève comme ça en rigolant et il regarde The Undertaker. Et 5 secondes après, The Undertaker se relève. Et c'est vrai que je me rappelais pas qu'il avait rigolé de cette manière. Parce qu'il a vraiment un... il regarde. Oui, oui, mais c'est même... Ça fait bizarre parce que c'est... Et le public gueule comme ouais. jamais. Et ce qui est génial surtout, c'est que du coup, les deux commencent à se mettre des coups de poing à genoux. Ils restent à genoux, ils ont plus la force de se lever. The Undertaker vient de prendre, je crois, 3 F5. Et donc, ils s'enchaînent des coups de poing à genoux. Lesnar qui saigne du front. Franchement, ce moment est énormissime. Puis ensuite, bien entendu, le second moment, c'est la fin du match. Et justement, ma question, ça allait être... Vous ne connaissez pas les résultats du show Non, quand vous commentez. ça, clairement, on ne connaît jamais aucun résultat d'aucun match. Donc justement, est-ce que tu étais perdu lors de cette fin de match? Parce que c'est quand même une fin de match particulière.
Dans quel sens? The Undertaker porte... Brock Lesnar porte donc une prise de soumission, Ah! la Kimura Lock, Et l'Undertaker le retourne et enfin lui met les épaules au sol, c'est ça? voilà. Tandis que en même temps il tape en plus, je crois. On dirait que... Nous, on le voit pas à la caméra, donc on voit pas trop ce qui se passe. En fait, Lesnar se retrouve avec les épaules au sol, mais il se dégage. Par contre, on voit pas ce qui se passe du côté de l'Undertaker. Charles Robinson est en train de regarder l'Undertaker pour vérifier qu'il ne l'abandonne pas. Et d'un coup, la cloche sonne. D'un coup, la cloche sonne. Charles Robinson n'a fait aucun signe vers la cloche. Du coup, justement, là, Robinson va vers la personne qui gère la cloche, le cloche manager. Clocheman, comme on le surnomme dans les milieux autorisés. Et très, très compliqué à avoir comme job. Et là, donc Charles Robinson, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas eu de soumission, il n'y a pas eu quoi que ce soit, le match n'est pas terminé. Donc vu que Robinson est tourné vers cette personne, Brock Lesnar en profite et il porte un low blow à Brock Lesnar. Et derrière, il lui porte son fameux Hell's Gate. Et là, il y a la deuxième plus grosse pop de la soirée, où Brock Lesnar n'abandonne pas. À la place, il fait un doigt d'honneur à The Undertaker, puis il s'évanouit. Le doigt d'honneur de Brock Lesnar, énorme pop également de la foule. Pas sûr de l'avoir vu aussi. Hein. Je suis pas sûr. Ça fait partie des trucs. J'avoue que là, c'est un peu flou dans ma tête. Je me souvenais pas avec autant de précision de toutes ces choses. Et je pense pas effectivement qu'on ait pu suivre avec autant de précision tout ce qui se passait. Mais en même temps, dans la folie du direct, ça rend la chose, à mon avis, à la fois pour le téléspectateur et pour nous, bien sûr. Mais bon, l'important, c'est quand même le téléspectateur. Ça rend la chose encore plus folle. Parce que on est comme lui, on est perdu. Alors évidemment, notre boulot est normalement d'expliquer. Mais dans des moments comme ça, dans de la folie pareille, ou même Charles Robinson, il comprend plus ce qui se passe. Parce que c'est vrai, on saura jamais pourquoi cette cloche a été sonnée. Je ne crois pas que c'est expliqué par la suite. Il y a une erreur. Oui, certainement que le mec a dû croire que ça devait être à ce moment-là le technical not out, qu'il allait... Mais tout faisait partie du scénario, quoi. Je veux dire, tout était prévu, ça faisait partie du scénario. Donc, grosse surprise au final, The Undertaker, qui avait mis fin à sa streak pour mettre en avant Brock Lesnar, tout de même un an et quelques auparavant. Et là, qui reprend l'avantage sur Brock Lesnar. Encore une fois, comme je l'ai dit, les médias catch se sont un petit peu plaints de ce résultat en disant qu'on a eu des fake finish, comme on dit, aux deux matchs majeurs de SummerSlam, et ça n'a pas forcément plu aux médias. C'est vrai. Est-ce que toi, ça t'avait déplu particulièrement, non, on va dire? Parce que c'est impossible. Enfin, tu peux pas commenter ringside, te prendre l'Undertaker. Encore une fois, à travers ta table et sortir de ce SummerSlam en disant c'est de la merde. C'était quoi, Jon Stewart? Non, parce que en plus on est dans le truc et on comprend. On sait pas pourquoi Jon Stewart a gâché le Cena Rollins, qui était effectivement très bon. Et on ne sait pas trop où forcément il voulait en venir, même si on s'en doute un peu pour l'Undertaker et Brock Lesnar, c'est-à-dire une belle, enfin un troisième match quoi. Donc, mais on est tellement dans le truc, on comprend très vite que Jon Stewart ça va payer parce que, comme dit, après dans le bar, boum, je ne vois que ça passer en boucle. Je crois peut-être même que j'aurais pas à attendre quelques jours. Je crois que peut-être on voyait aussi le côté sourire de l'Undertaker passer en boucle. Je crois que c'est une image peut-être qui passera aussi dans les médias, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, non. Quand tu sors de là, tu te dis juste purée, quel show encore, quelle folie. Incroyable, et je pense que le public non plus n'a pas sifflé parce que c'est le chaos, et finalement quand on va voir du catch on aime aussi ça quoi. Ça sera l'un des points forts de ce main event de SummerSlam dans quelques années, quand il y aura ce match fou là avec Braun Strowman, Samoa Joe, Roman Reigns et Brock Lesnar, où ça sera le chaos total. Ça conclura d'ailleurs un SummerSlam un peu en demi-teinte. Je pense que c'est celui dont je parlais, qui commence par Cena Corbin, je crois, où le public est vraiment pas dedans pendant tout le show, et puis là dans le main event évidemment il se réveille parce que c'est le chaos le plus total, et comme dit c'est ce qu'on aime, et là c'était le chaos. Mais encore une fois, pour nous ça avait été très compliqué vraiment cette fin de match sans le moniteur, parce que là beaucoup jouaient sur la réalisation, le fuck, le sourire, tout ça, ça se jouait sur des plans de caméra que nous on n'avait pas, et comme on est un peu en dessous du ring, encore une fois, pour peu que, et c'est le cas pour le sourire, l'Undertaker soit de dos, ben on comprend pas ce qui se passe. Première remarque, mais c'est marrant parce que la manière dont tu décris le SummerSlam dont tu parlais colle un petit peu au SummerSlam de cette année au final. C'est un peu en demi-teinte durant tout le SummerSlam, mais au final, lors du dernier match, c'est un peu le chaos, comme ça l'a été cette année entre The Fiend et Strowman, et donc on se rappelle surtout de ça à la fin. Bon, il y a eu d'autres, il y a quand même eu des matchs sympas dans le SummerSlam cette année. Respect Dominique, moi c'est ce que je dis depuis une semaine, c'est bravo Dominique. Mais il y a aussi du Drew Orton, oui, certes. Non, il y a des choses quand même un peu plus je sais pas si on retiendra. On verra dans 3 ans,
dans l'épisode 48 de La Cloche. Et mon autre question dont je viens de me rappeler, c'était pendant le show à nouveau, là, à SummerSlam, tu as Michael Cole dans les oreilles? Oui. D'accord, oui, parce que je me disais peut-être que ça pouvait t'aider quand même à un peu comprendre ce qui se passe, parce que lui, peut-être qu'il comprend plus quand la cloche a sonné, etc., lors du main event, Non, je crois pas parce que je crois qu'il parce que joue sinon le... c'est quand même compliqué pour vous à ce moment-là, alors d'essayer de décrire ce qui se passe, Ah mais je crois pas en qu'on ait étant... réussi. Alors je sais qu'il y en a qui prennent toujours un malin plaisir de profiter de nos épisodes pour revivre le show et dans sa version originale souvent, qui vont retrouver leurs enregistrements ou des liens illégaux sur internet. On vous connaît, on le sait qu'ils existent. Et bon, voilà. Donc peut-être dans les commentaires, dites-nous comment finalement Philippe et moi on s'en sort. J'imagine pas si bien que ça. Mais je crois pas non que Michael Cole est... Parce qu'ils ont une manière de commenter différente. Ils sont beaucoup plus dans la réaction courte. Et je pense même que peut-être pendant ces moments-là, ils se sont tus. Ouais, peut-être. Tu vois, nous on est dans l'over-réaction. Hein, là je donne un petit peu de grain à moudre à nos haters qui ont souvent raison. On en fait peut-être trop, mais bon, c'est ma personnalité, c'est un peu celle de Philippe aussi. Alors que Michael Cole, il est produit par Monsieur McMahon ou d'autres dans la Gorilla Position. Et donc c'est des réactions beaucoup plus hachées, beaucoup moins over the top. Ouais, mais j'aime beaucoup, moi, à chaque fois, Michael Cole, c'est vrai que c'est quand il se passe quelque chose de très gros, il lâche une petite phrase très courte à chaque fois. Ça m'a marqué. Rien de plus. Ça m'a marqué lors du dernier pay-per-view, mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Franchement, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup aussi. Évidemment, hein, Jim Ross dans le cœur pour l'époque WWE, mais Michael Cole. Jim Ross, malheureusement, il est en train de faire ce que certaines légendes du catch font un petit peu. Le match de trop. Ouais. Honnêtement, Jim Ross, pour moi, il est en train de faire le match de trop. Et je l'adore. Je suis très fan de Jim Ross. Mais tu sens que là, il commente à la AEW et il est à la AEW parce que c'est Jim Ross. Bien sûr, j'espère qu'un jour, si je me fais virer de partout, j'aurai quand même un boulot parce que je suis Christophe Ajus, tu vois. Mais j'espère qu'on dira pas que c'était le match de trop. J'espère avoir encore la motivation de bosser, de me préparer à donf. C'est ça, voilà, tu sens que lui, il l'a plus. Ah ouais, je peux comprendre. Ouais. D'un côté, il se dit, voilà, moi j'ai juste besoin aujourd'hui de me poser. Mais à mon avis, il est quand même beaucoup plus blindé que moi, donc je suis pas certain qu'il est toi. Ce qui prouve quand même qu'il est encore très passionné et que, tu vois, c'est un bonheur de pouvoir être là et de commenter la nouvelle génération en quelque sorte, quoi. Non, mais faut pas oublier qu'il a sorti son deuxième livre là récemment, il a son podcast, il fait de temps en temps ses petits shows stand-up. Enfin, jusqu'à ce que ça va reprendre, là, il fait une pause forcément. Mais il fait beaucoup de choses. Le seul problème, c'est que je l'avoue, voilà, bon, on parle petite parenthèse AEW, mais parfois quand je l'écoute à AEW, je me dis, mais. Enfin, si t'aimes pas le show, commente pas que. Limite, c'est ça, tu vois, à un moment. Parce que forcément, lui, quand ça saute dans tous les sens, parfois il le précise, il fait, ah bah là, c'est pas normal, ça c'est pas normal. Ouais. Et voilà. Mais on comprend que c'est Jim Ross, et quand t'as Jim Ross, c'est difficile de refuser un Jim Ross sur son show de catch. C'est surtout que tu as besoin de visibilité, de toucher une voix que les gens reconnaissent. Voilà, c'est ça. Des téléspectateurs, ils vont mettre boum, oh, c'est Jim Ross. Même, ils vont pas se demander WWE à EW. Ils vont se dire c'est Jim Ross. Enfin, ça fait partie des choses que tu es obligé de faire quand tu crées une nouvelle entité. Il faut que tu ramènes des choses qui vont rassurer les téléspectateurs, les fans en général ou les non-fans qui connaissaient Jim Ross. Parce que sur les millions de téléspectateurs qui regardaient de l'Attitude Era, beaucoup, évidemment, heureusement, sont encore vivants, et beaucoup ne regardent plus du tout de catch aujourd'hui. Donc, ils savent qui est Jim Ross, ils ne savent évidemment pas forcément qui sont les catcheurs d'aujourd'hui. Quelque chose de particulier à ajouter sur le post WrestleMania ? Non, si ce n'est que, effectivement, on en parlera dans l'épisode suivant de La Cloche, on va vivre dès le lendemain un Raw tout aussi mémorable. Et pour le coup, c'est vrai, parce que je me souviens quand même de pas mal de choses, et pourtant j'en ai vu des Raw du lendemain, j'en ai commenté, et voilà, petit teasing, sachez que vous allez quand même être assez surpris de ce que je vais vous dire pour le Raw du lendemain. On sera ringside, et je vous en dirai plus dans quelques jours maintenant, quelques heures, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et oui. Ouais, quelque chose se passe mal, non, lors du Raw du lendemain ? Non. Je croyais que parce que lors d'un des épisodes précédents, tu dis que là, notre entrée se passe bien, ça ne sera pas pareil. Ah oui, non, mais ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais là, je crois, en parler pour la première fois de manière, entre guillemets, publique. Oui, je l'ai sans doute déjà évoqué avec des fans ou autres dans des discussions quand on se croise, ICWA, Bercy, des choses comme ça.
Beaucoup d'ailleurs dans les commentaires me demandent maintenant pourquoi tu ne parles plus de la ICWA. Bah, pour la bonne et simple raison que je n'y suis plus du tout. Il m'arrivait encore de faire un petit show par an, mais vraiment pour le plaisir, parce que c'est quelque chose que j'adore, commenter en direct pour les gens. Et puis le public du Nord me manque, la Belgique me manque. Enfin voilà, donc je faisais une fois par an, mais j'avais plus grand chose à raconter parce que je ne faisais plus une dizaine de shows par an, donc la route, tout ça, ces expériences, c'était fini. Je faisais l'aller-retour et puis je rentrais chez moi. Donc voilà, mais je ne suis donc plus associé à la ICWA et par plaisir, j'y retournais une fois par an. Mais voilà pourquoi j'en parle plus. Bon bah écoute, alors gros suspense par rapport au prochain épisode, car moi-même j'ai l'impression de ne pas être au courant de l'info. C'est possible que pour une fois je ne t'en ai pas parlé hors antenne, ou peut-être. Le premier épisode où j'ai hâte de le tourner. C'est un connard. Je suis d'accord avec elle. Donc écoutez, c'est la fin de cet épisode numéro 28, si je ne dis pas de bêtises. On a fait un peu plus court pour les 2 semaines qui arrivent là, mais vous inquiétez pas, après on va enchaîner. Quel est le prochain show où tu seras sur place? Est-ce que le Royal Rumble 2016 tu y es? Tout à fait, bien sûr. Le Royal Rumble 2016. Les débuts d'AJ Styles. Oh là 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 là. Et puis pareil, Royal Rumble 2016, c'est la grande victoire de Triple H, on est d'accord? Pour le titre. À la fin du Rumble, oui. Eh bien, je vous promets une photo inédite dans la Gorilla Position avec une personne très importante de la WWE, extrêmement détente parce que son... je spoiler, non, je ne dis pas de qui il s'agit. De toute façon, vous l'avez peut-être compris, mais voilà. Et une photo, ou encore j'ai une tête de con, mais tant pis. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, petite donc info dont je n'ai encore jamais parlé, je pense, sur ces voyages. Je vous remercie encore évidemment de votre gentillesse, de votre fidélité. Likez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, on likera nous aussi vos partages. Maman, arrête de disliker, arrête d'envoyer Jeanne-Marie et Marguerite, tes 2 sœurs, pour disliker également les vidéos. Et bisous à tous, bisous mon cher Ali, bisous à vous les pop. Mais je t'emmerde. Sympa. Et comme le disait Edouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao tout le monde. Bisous.